en tant qu'avocat, quelle action vous avez menée pour permettre ces manquements? Ou alors, est-ce que vous souhaitez que le procureur également s'autosaisisse pour revenir sur les décisions qui ont été prises par la justice? Ou bien est-ce qu'il y a un appel qui a été initié à votre niveau ou comment ça se passe? Merci. Merci, je suis Nando Dapar, je suis donc directeur de publication du site internet unité.ci et secrétaire général de rédaction du quotidien La Gazette. Alors, cher maître, j'avoue que je tombe un peu des nues parce que je ne conçois pas que des avocats chargés de suivre minutieusement un dossier juridique, on en arrive à un procès et qu'ils ne soient pas au courant. Expliquez-moi cela. Deuxième question. Vous relevez deux faits, dont le premier, la révocation du maire Noël Akossi Bengio. Le deuxième fait, c'est sa condamnation. Vous disiez tantôt que le PR, le président de la République s'entend, est donc le garant des droits fondamentaux des citoyens. Or, il se trouve qu'à ce Conseil des ministres du 1er août 2018, c'est le président de la République lui-même qui a ordonné la révocation de M. le maire. Quelle lecture? Pour terminer, maître, je voudrais que dans cette affaire que d'aucuns qualifieraient de rocambolesque, vous nous dites exactement, à l'état actuel des choses, quelle peut être la suite que vous comptez donner. Et puis pour totalement terminer, Noël Akossi Bengio vit actuellement en exil. De l'analyse de juriste que vous êtes, cet exil est-il forcé ou alors c'est un exil voulu? Merci. C'est suite à une enquête de la police économique que les faits ont été établis. Autre fait qu'il a souligné, c'est que la société Négoce, je crois bien, qui était citée dans l'affaire, la police économique s'est rendue sur les lieux, les portes étaient hermétiquement fermées, selon ces termes, et les fichiers détruits. Donc, c'est tous ces faits-là qui ont poussé le juge à prendre cette décision de 20 ans d'emprisonnement et 10 milliards d'amende. Vous, en tant que son conseil, quel est le commentaire que vous faites de ces propos du procureur de la République? Deuxième chose, concernant le mandat d'arrêt international, qui, au dit du procureur, a été lancé et les choses sont en train de se mettre en place pour que ça soit exécuté. Comment vous entendez faire arrêter l'exécution de ce mandat d'arrêt international? Merci. Depuis 2010, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des procès d'hommes politiques. Et très régulièrement, il est dénoncé beaucoup d'irrégularités dans le fonctionnement. Alors, j'aimerais que les juristes ici nous disent depuis quelque temps comment est-ce que vous percevez la justice ivoirienne. Merci. Je pose la question de savoir comment nous entendions dans notre rôle d'avocat faire, disons, provoquer la réparation des manquements. Est-ce par nous? Est-ce par le procureur de la République? Et bref, envisageons-nous de faire appel? Les manquements que nous avons relevés, nous avons essayé de les exposer le plus simplement possible, que ça soit compris par tout le monde. Notre rôle, en pareil cas, se limite
à exercer un recours contre une telle décision. Je vous ai dit au départ qu'il n'y aurait pas eu cette conférence de presse si le procureur de la République n'avait pas animé de conférence de presse. Entendons-nous bien. Nous ne sommes pas venus à la conférence de presse pour nous dire, par les journalistes, on va voir la solution. La solution, elle est prévue par le Code. Dès l'instant où quelqu'un est condamné de cette façon-là, cette condamnation s'appelle une condamnation par défaut. La voie de recours normale s'appelle l'opposition, que l'avocat va exercer au niveau du greffe, du tribunal qui a rendu la décision. Mais l'avocat, c'est en même temps que lorsqu'il a exercé ce recours-là, le procureur de la République va immédiatement fixer une date à laquelle son client doit se présenter devant le tribunal. L'avocat, c'est ça. Et que si à cette date-là, son client n'est toujours pas là, il y aura une décision qu'on appelle itératif défaut. Ça devient un jugement contradictoire maintenant. C'est comme s'il était là, puisque nous avons fait opposition à son nom. Chaque fois qu'on pose une question, il faut se poser également la question de savoir si j'étais à leur place, qu'aurais-je fait? Le bon sens, quoi. Imaginez qu'on fasse opposition et qu'on dise que notre client doit être là la semaine prochaine. Lorsque notre client sera là, après les manquements qu'on vient de vous indiquer, pensez-vous qu'il ira à son domicile tranquillement en attendant la date d'audience? Si vous le pensez, moi je ne le pense pas. Je pense qu'il ira en prison. Puisque le mandat qui a été lancé, c'est fait pour cela. Le mandat d'arrêt, c'est appréhendez-le, amenez-le dans la première prison. L'avocat n'exerce pas les recours comme ça, parce que le texte dit qu'il faut exercer le recours. L'avocat doit apprécier l'opportunité de ce recours-là, les conséquences de ce recours-là pour son client. Nous vous avons dit que notre client est hors de Côte d'Ivoire. Pas par sa volonté, mais par état de nécessité. Ça s'appelle en droit l'état de nécessité, qu'il est hors de Côte d'Ivoire. L'avocat n'est pas Robin des Bois, c'est pas... On ne roule pas des mécaniques. Dès l'instant où nous trois qui sommes assis ici avons l'assurance, ou si nous avions l'assurance, que les droits fondamentaux dont on vient de vous citer les manquements seront respectés. Dès que nous ferons opposition, qu'est-ce qui devrait se passer? Le juge devrait constater au moins que rien ne s'est passé normalement. Et immédiatement prononcer la relaxe. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Pas parce que nous défendons M. Benjou que nous voulons gagner, mais parce que les textes, si on permet que ces textes-là soient appliqués, on ne peut que constater ça. On va constater quoi? On y répondra, mais je commence. Les enquêtes, les rapports. Mais monsieur, je suis hors de mon cabinet là, au moment où je vous parle. Si quelqu'un me dit qu'il est allé à mon cabinet, attendez, pour que vous compreniez, un huissier de justice va là où se trouvait mon cabinet jusqu'en 2016.
pour soi-disant signifier un acte de saisie, arrêt sur les comptes de mon client. Je ne suis pas mon client, je n'ai pas ses comptes. Il dit, je suis arrivé au cabinet de Maître Faye, front lagunaire à côté de Novotel, il a refusé de recevoir l'acte. Pardon, il le fait en 2018. Il se trouve que j'ai quitté cet immeuble depuis 2016. Je suis à l'immeuble Les Acacias. Si on me condamne sur ça, est-ce que ce serait normal? Je dis cela pourquoi? Tout ce qu'on vous a dit, dès l'instant où les règles fondamentales qu'on vous a évoquées tantôt n'ont pas été respectées, on peut tout dire. On peut tout dire. Donc si on a pu tout dire, puis-je dire à mon client, viens, le droit va être dit. Il me faut l'assurance, moi avocat, il me faut l'assurance que mon client vient en homme libre, parce que c'est ça le principe. Vient un homme qui peut dire, vous avez dit ça, je le conteste. Vient dire, vous faites la procédure comme c'est prévu par nos textes. Et que pendant ce temps-là, il reste un homme libre. Oui. Si cela est fait, je crois que nous ferons opposition, n'est-ce pas? C'est ça. Si cela est assuré. Mais comment avons-nous cette assurance-là? Je prends chacun d'entre vous qui serait dans la situation de ce monsieur. Si son avocat lui dit, j'ai fait opposition, venez. Il ne va pas lui poser cette question-là. Maître Faye, si je viens, je suis prêt à venir me défendre, mais si je viens, est-ce que, effectivement, vous m'assurez que mon procès, cette fois, va être précédé d'une véritable instruction à charge et à décharge, où on va me montrer comment on a trouvé tel ordinateur détruit, puisque moi j'étais hors du pays, je viens de vous le dire. Donc vous voyez que la question en y répondant comme ça, généralement, oui, c'est d'exercer un recours. Ça, nous savons le faire. Nous savons le faire. Mais dans ce dossier-ci, avec ce que nous avons vu comme traitement du dossier, vous imaginez que nous n'allons pas le faire à la légère. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous avons à charge la liberté, la dignité d'un être humain. Voilà pourquoi, sur ce plan-là, nous pensons, nous sommes d'accord? Voilà. Je vous laisse faire. Maître Diallo va apporter. Merci. Maître Diallo Suleiman. Effectivement, pour répondre à votre préoccupation, les manquements qui ont été relevés ou révélés par Maître Faye sont assez graves. Ce sont des manquements qui interpellent tout un chacun d'entre nous. Maître Faye vous l'a dit, conformément au droit interne, sur le plan interne, il nous est possible, en tant qu'avocat, d'exercer des voies de recours, notamment l'opposition. En principe, une fois que l'opposition, en pareille circonstance, est exercée, naturellement, la décision de condamnation est anéantie. C'est ce que dit la loi. La décision est anéantie dès le jour où on fait l'opposition. Mais dans notre cas d'espèce, il y a beaucoup d'inquiétudes. Maître Faye vous l'a relevé. Avant même que les autorités judiciaires se prononcent sur la question de la responsabilité pénale de notre client, vous avez vu et constaté que déjà au niveau du gouvernement, des sanctions avaient été prises et les faits à lui reprocher avaient été qualifiés. Dans un tel contexte, je vais dire, à moins d'être un simple d'esprit, qu'est-ce que notre client pouvait attendre véritablement des procédures judiciaires qui avaient été engagées en son encontre? Première interrogation.
aujourd'hui, nous allons certainement, une fois qu'on sera en mesure de le faire, parce qu'il y a des conditions pour faire l'opposition, jusqu'à preuve du contraire, la décision de condamnation résultant du procès du 2 juillet n'a jamais été portée à la connaissance de notre client, encore moins à notre connaissance. Nous l'ignorions, n'eût été cette sortie médiatique du procureur de la République. Nous ferons appel. Mais vous constaterez également que dans cette décision, il y a eu une mesure qui est inhabituelle. Je ne dis pas illégale. Une mesure inhabituelle. Le juge, au moment du prononcé de sa décision, a ordonné un mandat de dépôt. Ils disent mandat d'arrêt, mais en réalité, c'est un mandat de dépôt. Il a décerné un mandat de dépôt contre notre client à l'audience. Or, l'opposition qui a pour effet d'anéantir les effets de la décision n'a aucune incidence si elle est exercée sur le mandat de dépôt décerné par le procureur, par le juge, par le tribunal. Ce qui va nous obliger à faire d'autres procès et d'autres procédures pour que vraiment la situation hantée puisse demeurer. Ça, c'est sur le plan interne. Mais sur le plan international, la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le pacte international sur le pacte civil sur les droits politiques et civils, qui sont des instruments forts, pertinents, qui garantissent notamment les droits de l'homme. Et partant, le droit, par exemple, à un citoyen d'avoir un procès équitable lorsque des faits lui sont reprochés. Pour nous, nous estimons que, nonobstant ces voies de recours internes, compte tenu du contexte dans lequel toute cette affaire a évolué et que Maître Faye vous a abondamment expliqué, il n'est pas exclu que nous saisissions les juridictions internationales qui sont chargées de veiller à la bonne exécution, au respect des droits de l'homme dans les États qui, en tout cas, ont adhéré à ces différents instruments internationaux, à savoir la Cour de justice de la CEDEAO et éventuellement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Rien ne nous exclut, rien n'exclut que nous saisissions ces organisations juridictionnelles internationales pour statuer, pour examiner tous les procès qui ont été engagés jusqu'à ce jour contre notre client. Parce que souvent, les gens oublient qu'en matière de droits de l'homme, autant on peut poursuivre les organes, les membres ou animateurs de l'organe exécutif, autant ces juridictions internationales, chaque fois qu'il s'agit des droits de l'homme ou du respect des droits de l'homme, sont compétents pour examiner les actes posés par les organes judiciaires ou les organes législatifs. Dans notre cas d'espèce, nous estimons que notre client, qui est demandeur d'une audience équitable, au cours de laquelle il souhaite s'exprimer en toute sérénité, doit pouvoir bénéficier des droits prévus aussi bien par notre Constitution que par les instruments internationaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui ont été ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce que je voulais ajouter à la suite de Maître Faye pour vous dire que, s'agissant de ces manquements, nous attendons, comme vous tous, parce que c'est par voie de presse que nous avons été informés de la tenue de ce procès et du jugement qui a été rendu. Nous n'avons jusqu'à ce jour, en notre main, ou notre client n'a reçu jusqu'à ce jour aucune décision, aucun acte résultant de ce procès-là.
question. On passe à la deuxième question de M. Nango, qui s'est posé d'abord la question de savoir comment ça se fait que nous ne soyons pas au courant. Des procédures pénales. Voilà, que nous ne soyons pas au courant. Notre profession, c'est comme vous. Je vous donne un exemple. Si on vous assigne au tribunal en dommages et intérêts, sans vous avoir donné l'acte d'assignation, même si votre voisin vous dit « Ah, j'ai appris que vous devez aller au tribunal », vous n'y allez pas. Parce que la convocation d'une personne, comme je vous ai indiqué, c'est soit par une assignation, soit par une citation, soit par un mandement, soit par un avis d'audience. Pour être plus concret, j'ai donné cet exemple-là au tribunal. On a appelé une affaire concernant un client, j'étais à l'audience concernant une autre affaire. Et le président dit, mais Maître Faye, levez-vous. Je dis, non, je ne peux pas me lever. Mon client n'a pas eu l'assignation à ma connaissance. J'ai entendu, mais je ne suis pas au courant, ce n'est pas la même chose. Je ne peux venir à l'audience, parce que être au courant, c'est ça pour un avocat. Un avocat, ce n'est pas parce qu'il y a des faits divers, non. Être au courant, c'est avoir l'acte qui convoque ton client au tribunal. Autrement, le président peut même refuser, n'est-ce pas? Je ne peux me constituer. D'ailleurs, nous sommes en matière pénale. J'assiste un client, je ne le représente pas. S'il n'est pas là, je ne peux pas. Sauf s'il a reçu l'acte de citation et qu'il me dit, Maître Faye, allez expliquer au tribunal que je ne pourrais pas être présent pour tel ou tel motif. La loi nous permet à ce moment-là de prendre la parole pour expliquer pourquoi notre client n'est pas présent et qu'on renvoie à ce moment-là l'affaire. Donc, quand nous disons que nous ne sommes pas au courant, c'est parce que professionnellement, nous ne sommes pas au courant. Même si, comme je vous l'ai dit, sur des sites d'information, on l'a lu. Donc, ça, c'est la première réponse. Les deux faits, notamment la révocation, il nous a été demandé si nous n'avions pas constaté que la révocation avait été décidée par le président de la République, qui est lui-même garant des droits fondamentaux. Ça, nous le savons, oui. Mais prenons d'autres pays, par exemple, comme en France. Tous les actes administratifs que les gens attaquent sont signés par le chef du gouvernement ou par le ministre ou par le président. Parce que on se comprend, c'est-à-dire demander, n'est-ce pas, l'annulation d'un acte, c'est ça notre rôle. Nous savons très bien que c'est lui. Mais pourquoi il y a le recours gracieux? C'est pour que celui qui a pris une décision, quand il lit votre argumentation, se rend compte qu'on a commis une erreur. J'annule. Vous avez dit? Quand il ne le fait pas, on va plus haut. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes aujourd'hui, notre dossier là est aujourd'hui au niveau de l'ex-chambre administrative de la Cour suprême, l'actuel Conseil d'État. Cela étant, est-ce que si le chef de l'exécutif, garant de ces règles, de ces droits que nous avons rappelés, a effectivement signé un décret, est-ce pour autant qu'on va dire, nous n'allons pas l'interpeller d'une certaine façon pour lui dire, n'est-ce pas, la révocation qui a été faite là, qui est actuellement pendante devant le Conseil d'État, où il y aura le représentant du ministère public. Attention, les règles n'ont pas été respectées, nous le redisons. Nous, c'est pour ça que quand on perd au tribunal, on va à la Cour. Quand on perd à la Cour, on va à la Cour suprême ou à la Cour de cassation. Nous redisons la même chose dans l'espoir que ça va être entendu à un moment donné. Voilà pourquoi nous estimons encore que là aussi, le chef de l'exécutif a un rôle à jouer.
quelle suite que nous entendons donner, je crois que nous l'avons d'un peu expliqué. La dernière question, c'est de savoir s'il en existe un exil forcé ou volontaire. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'exil volontaire. Je crois que l'expression exil volontaire ne devrait pas exister. On s'exile parce qu'on craint pour sa liberté, parce qu'on craint pour sa vie. Et c'est pour cela qu'il y a, par exemple, n'est-ce pas, cette protection de ce qu'on appelle les réfugiés, les apatrides. Donc l'exil est toujours forcé. Mais je prolonge votre question. Pourquoi pensons-nous que l'exil est forcé? Nous venons de vous expliquer que M. Benjo a quitté librement la Côte d'Ivoire dans l'intention de revenir en Côte d'Ivoire sans aucun problème. Il est allé au Maroc, du Maroc il est allé en mission. C'est là que tout a commencé, on vous l'a dit au départ. C'est en ce moment précis que dans ce communiqué que Maître Diallo vient de rappeler, on a dit qu'il était coupable des faits délictuels dont la qualification a même été donnée, dont on sait quelle est la condamnation au bout, dont on dit, mais si l'exécutif, dont ce n'est pas le rôle, dit que moi, j'ai commis cela, on me revoque à partir de cela pour que je n'ai plus ma qualité d'officier de police judiciaire, dont la poursuite en justice est encadrée dans une procédure. On comprend tout de suite, parce que M. Benjo n'est pas, je veux dire, ce n'est pas de citoyen lambda, c'est un homme politique. Il comprend tout de suite que sa venue dans ces conditions-là ne serait pas une venue qui va, un retour avec lequel il serait assuré que ses droits, je dis bien ses droits, pas l'impunité, je ne parle pas d'impunité, je parle du respect de ses droits, n'est pas assuré. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés de reconnaître qu'il n'avait pas tort. Puisque ce qui a été dit dans le communiqué du Conseil des ministres, c'est ce qui a été dit par le juge. Alors qu'il y a la séparation des pouvoirs. Et que normalement, l'exécutif pourrait dire il y a des faits tels qui nous amènent à le revoquer, mais pas les qualifier pénalement. Effectivement, l'exil de notre client est, de notre point de vue, un exil forcé, et cela aussi est interdit par la Constitution. Cela est prohibé par la Constitution, que nul ne peut être gardé ou maintenu ou forcé à l'exil. Concernant le fait qu'on n'ait pas pris part aux différentes procédures jusqu'au procès du 2 juillet, c'est tout simple, Maître Faye vous l'a expliqué. Nous sommes dans une matière, une discipline particulière, c'est la procédure pénale. Dans cette matière, les avocats, aussi forts qu'ils soient, ne peuvent qu'assister leurs clients. C'est une matière dans laquelle on ne représente pas nos clients. Première chose. Donc en l'absence de nos clients, on ne peut pas les répondre à une convocation de police ou d'un juge d'instruction. La deuxième chose, même si nos clients ne sont pas présents physiquement sur le territoire, ils sont supposés avoir des adresses. Encore que nous sommes dans un cas où il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir plus d'adresses que notre client. En Côte d'Ivoire, il a été
maire de la commune, on va dire centrale d'Abidjan, le maire de la commune du Plateau. Alors, vraiment, dire qu'on ignore l'adresse de notre client au point de poursuivre une procédure pénale à son encontre sans qu'on lui ait délaissé la moindre convocation, tant au niveau de la police, parce que c'est vous qui nous dites que le procureur a parlé d'une enquête de police où il y a eu des descentes ou perquisitions qui sont infructueuses au sein d'une entreprise de la place. Il y a eu une instruction, d'après les mêmes thèmes du procureur, et un jugement. Mais dans tout ça, notre client n'a reçu aucun acte. Alors que je peux vous dire, si vous prenez notre code de procédure pénale, le nombre d'actes que soit la police ou le juge d'instruction aurait pu utiliser pour faire connaître à notre client les charges qui lui étaient reprochées au fin de sa comparution ou de sa réaction, qui n'ont pas été respectées. Pour nous, avocats de la défense, nous sommes partisans, mais vraiment à fond la caisse, d'un procès qui s'inscrit dans un délai raisonnable, d'un procès, comme on va dire, rapide, mais raisonnable dans le temps. On n'est pas pour les procès expéditifs. Parce que, autour d'une procédure expéditive, rendre une condamnation de 20 ans de la sorte, nous estimons que vraiment il y a des questions à se poser. Nous, on n'a pas pu participer à aucun acte de cette procédure parce que tout simplement, on nous a ignorés. On a ignoré notre client et de ce fait, et partant de là, on nous a ignorés. On ne savait même pas qu'il y avait une audience prévue le 2 juillet. Si on avait su, même en l'absence de notre client, parce que le code de procédure pénale le permet, on serait venu peut-être par respect pour le tribunal, on serait venu présenter les raisons ou les excuses qui font que notre client n'a pas pu comparaître. On ne nous a même pas mis en mesure d'exercer cette démarche élémentaire. Voilà la réalité. Donc, on peut penser que oui, les avocats, bon, où vous étiez pendant tout ce temps, toute cette procédure, voilà. De août 2018 à juillet 2019, moins d'un an, en 11 mois, on a eu le temps de faire une enquête préliminaire. Je suppose qu'on a entendu beaucoup de gens, on a dû faire des perquisitions. On a eu le temps de faire une instruction judiciaire et on a eu le temps de juger notre client, de rendre une décision à son encontre dans ce laps de temps-là. C'est quelque chose qui devrait être à saluer, mais quand vous voyez le contexte qui a été évoqué par M. Faye tout à l'heure, c'est des choses qui peuvent interpeller. Nous sommes respectueux des droits et des règles. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter dans le fond la décision qui a été rendue. Nous entendons exercer les voies de recours tant sur le plan interne que sur le plan externe. Encore une fois, je reviens là-dessus. Les droits de l'homme qui sont consacrés par les différents instruments internationaux que la Côte d'Ivoire a ratifiés n'excluent pas que lorsque un organe judiciaire a commis des actes attentatoires aux droits de l'homme, eh bien, cet organe-là puisse être jugé, comme tout le monde, par les juridictions internationales en matière de droits de l'homme. Donc, il y a des recours qui vont être exercés et vous en saurez la quintessence si nous sommes en mesure, effectivement, d'exercer les dits recours. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et ça, il faut le retenir, nous ne possédons aucun acte qui émane du procès. Nous n'avons aucun acte qui émane de l'enquête préliminaire, nous n'avons aucun acte qui émane d'un juge d'instruction. Nous sommes là simplement sur la base des propos
tenue par le procureur de la République au cours de sa sortie médiatique concernant le cas de notre client. Alors, pour revenir un peu sur cette question, Maître Faye nous a expliqué un peu les conditions de l'entame de cette procédure-là. Mais ensemble, je veux qu'on se pose la question et qu'on s'inquiète sur ce point-là. Monsieur Banjo est sorti libre de la Côte d'Ivoire pour être plébiscité par ses pairs en qualité de meilleur maire africain dans la gestion de communes au Maroc. De là, il allait pour une autre mission en Europe politique. Qu'est-ce qui empêchait qu'on attende son retour pour ouvrir cette procédure pendant qu'il a son domicile ou il a ses bureaux? Pour que on puisse engager cette procédure pendant qu'il est hors du pays, alors qu'il est parti pour revenir incessamment. Il est ivoirien, ici c'est chez lui. Et si ce n'est pas pour le contraindre à l'exil, quelle raison peut justifier ce déclenchement d'une procédure pour quelqu'un qui est allé officiellement pour des missions et qui doit revenir? Et pendant qu'il est là-bas, dans une célérité pas possible, on nous parle d'une expertise qui décèle de plusieurs milliards qui auraient pu être détournés par un mécanisme aussi complexe. On nous sort un rapport et en Conseil des ministres, on nous dit qu'il y a un rapport qui n'a jamais été communiqué, qui n'a jamais été publié, qui nous dit que ce monsieur-là, l'auteur est coupable de faits pénaux. J'aurais compris même à la limite qu'on ouvre déjà l'information judiciaire ou la poursuite judiciaire et qu'au résultat de cette poursuite, on en tire les conséquences. Mais on a déjà conditionné la justice. Alors, déjà, cette procédure commence en catimini. Après, il se trouve que le procureur vient dire qu'il a ouvert une information à la police économique. D'accord? Comment nous on sait? Nous, les avocats. On n'a pas un point de récapitulatif à la salle où on dit il y a telle procédure. Non. Comment on le sait? Après la police économique, la procédure est censée revenir chez le procureur qui ouvre une information judiciaire dans ces cas d'espèce. Mais le juge d'instruction qui est saisi de ce dossier, c'est à lui, par tous les moyens juridiques, par tous les mécanismes prévus par le code, d'informer le client. Mais il vous a dit, je suis l'avocat de M. Banjo, il ne peut pas recevoir un document déposé à son domicile, même si absent il est, sans qu'il ne demande qu'on le porte à mon étude. Ce n'est pas possible. M. Banjo est là-bas, il est en contact avec les membres de sa famille. Il n'est pas en exil avec sa famille. On dépose un document à son domicile, il apprendrait. Il dirait, à mon absence, tel huissier est venu déposer tel acte ou tel acte. Mais le juge d'instruction, même si toutes les formalités ont été remplies, régulièrement à supposer, où il n'est pas sur place, mais le juge d'instruction a la possibilité de donner une commission rogatoire à des juges d'instruction de Paris. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le dossier qui fait? Il y a eu plusieurs commissions rogatoires où des gens ont été entendus par Hamel dans son cabinet, le juge Hamel. Pourquoi tout ça? Si ça avait été fait, au moins il aurait su qu'il y a une commission rogatoire puisqu'il était annoncé sur le territoire français. Donc voici certains éléments qui montrent que non seulement il y a eu manquement, mais cela a été fait volontairement. Cela a été fait volontairement. Et la conséquence, c'est la célérité avec laquelle le jugement a eu lieu. On a tous vu un poste qui a été fait, où il y a un justiciable qui disait qu'il était à cette audience, attendant lui-même son affaire. Il était à son 7e renvoi. Lorsque la cause Banjo a été appelée, pour la première fois, il était sidéré que ce dossier ait été retenu
ouverture des débats, réquisition du procureur, suspension de l'audience, 30 minutes, 13 minutes de délibération, on rend la décision. Et juste après, on appelle son dossier, on renvoie pour la 8e fois, avant même que lui-même n'arrive à la barre. Pour vous expliquer que l'habitude dont on parle, dans ce genre de procédure-là, la célérité même inquiète. C'est possible, mais je veux dire, si c'est comme ça que ça fonctionnait pour tous les justiciables, on allait applaudir notre justice. Donc, tout a été mis en œuvre pour que notre client ne sache pas ce qui se passait, à ricocher ses avocats. Donc aujourd'hui, Maître Faye vous l'a dit, pour que notre client arrive, il est prêt à venir se défendre, mais on a besoin de garantie. Et cette garantie-là, il ne faut pas qu'on se voit la face. Si le chef de l'État, le président de la République nous donne cette garantie, lui, le garant des droits fondamentaux et des libertés, que si M. Bandjo rentre, il sera bénéficiaire d'une justice équitable, nous demandons à notre client de rentrer pour répondre de ces faits-là. Tant que les choses vont se passer dans ce flou juridique, nous disons que la liberté de notre client est en danger, elle est confisquée. Et donc, il nous sera difficile d'engager une procédure où nous allons préjudicier même à ses droits. Parce que s'il ne vient pas, Maître Père vous l'a dit, il aura itératif défaut. Et nous ne sommes pas des avocats, nous sommes là pour garantir à nos clients le respect de ses droits, non pas pour l'amener à l'abattoir. Donc, c'est ce genre de garantie-là que nous demandons. Et puis, on a parlé d'une dernière chose, si Maître Père vous me permettez, les actions que nous menons pour que ce mandat ne soit pas exécuté. Oui. On avait dit que nous étions d'abord prêts, si la décision nous était notifiée, à voir les possibilités de faire nos voies de recours. Mais sachez aussi que le fait pour le procureur de la République de nous avoir menés ici, parce qu'il est venu devant la presse s'enorgueillir de cette décision infamante, comme on l'a dit, nous a menés aussi devant vous pour vous révéler tous les manquements qu'il y a eu. La communauté internationale, par le relais de ce que vous allez faire ce soir, il faut que les gens sachent que le mandat qu'on leur demande d'exécuter repose sur des manquements graves. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'exécuter le mandat. Ils ne sont pas obligés. Donc ce n'est pas mauvais que cela soit dénoncé à la presse, mais nous savons qu'il y a un cadre privilégié pour le faire, mais aussi il fallait répondre. Voilà un peu. Si on a des commentaires à faire sur les propos du procureur, bon, moi personnellement, je n'en ai pas. Ces propos n'engagent que lui. Et vraiment, je n'ai aucun commentaire, en tout cas à titre personnel, à faire sur les propos qu'il a tenus au cours de sa conférence médiatique. Concernant le mandat d'arrêt ou de dépôt qui a été décerné, en réalité, c'est un mandat de dépôt qui a été décerné. Le tribunal, après avoir rendu la décision que vous savez, a pris une mesure qui est prévue par le Code, qui est applicable exceptionnellement, qui décide que notre client, partout où il est, il doit être arrêté et conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors, ce mandat-là va subsister nonobstant les voies de recours internes. Parce que sur le plan interne, si ce que nous avons entendu est vrai, il s'agit manifestement d'un jugement de défaut. Et sur la base d'un jugement de défaut, notre client a le pouvoir de faire une opposition. En principe, on va dire dans les conditions normales de pression et de température, l'opposition a pour effet immédiat d'anéantir le jugement querellé. C'est-à-dire que le jugement ne peut plus produire d'effet jusqu'à ce que l'affaire soit réjugée à nouveau. Mais à titre exceptionnel, lorsque, dans un jugement de défaut, ce qui est quand même inhabituel, parce que quand vous prenez notre code de procédure pénale, le principe du contradictoire est devenu sacro-saint. Mais à titre exceptionnel, quand on décerne un mandat de dépôt, l'opposition n'a aucune incidence sur le mandat de dépôt. Pour pouvoir lever le mandat de dépôt, il faut une procédure
particulière qui nécessite la comparution de notre client. Alors, on vous dit, justement, on veut exercer une droit de recours contre le mandat pour ne pas aller en prison. On vous, le temps qu'on juge l'affaire. Non, la loi dit, enfin, c'est le paradoxe, on vous dit non, il faut que vous soyez là déjà, sur le territoire, ou bien à l'audience. C'est à ce niveau-là. Parce qu'en matière pénale, comme je le disais tantôt, en matière pénale, on assiste simplement les parties. Et donc, pour pouvoir être à l'audience, au cours de laquelle on va statuer sur une demande de main levée du mandat de dépôt, il faut bien être sur le territoire, être à l'audience. Or, ce mandat dit, ce mandat est un ordre donné à tout représentant de la force publique de se saisir de vous et de vous déposer à la maison d'arrêt et de correction. Voilà un peu le paradoxe. Alors nous espérons qu'une fois que nous serons en mesure d'exercer cette voie de recours, que vraiment les autorités judiciaires feront sienne des dispositions nouvelles qui ont été introduites dans notre code de procédure pénale. Je vais citer les articles 4, 5, non, les articles 2, 3, 4 et 5 du code de procédure pénale. Alors, l'article 2 est très éloquent. Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie. Ce sont les principes directeurs d'une procédure pénale. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que votre responsabilité ait été établie devant une juridiction. L'article 4 dit ceci: les droits des parties sont garantis tout au long du procès pénal par l'autorité judiciaire. Donc la justice est garante des droits des parties, ensuite compris l'inculpé ou l'accusé. Et puis enfin, l'alinéa 2 de cet article 4 dit « Le procès pénal doit être équitable et contradictoire. La personne poursuivie a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée de son conseil. » Ce sont des principes contenus dans notre code de procédure pénale. Et donc nous espérons que quand nous serons en mesure de faire opposition, je suppose, en supposant du moins qu'il s'agisse en l'espèce d'une décision de défaut, nous espérons que l'autorité judiciaire que nous allons saisir puisse quand même garantir les droits de notre client, dont le but n'est pas de se dérober ou d'esquiver une quelconque procédure judiciaire. Voilà. Je ne ferai pas cas de ces arguments ici, parce que, comme Maître Faye l'a dit, notre lieu de travail de prédilection, c'est le prétoire. Mais je peux vous rassurer que si les conditions d'un procès équitable et juste, contradictoire, sont réunies, vraiment, même si c'est demain, notre client sera là. Même si c'est demain, il sera là. Donc voilà ce que je peux dire sur la question du journaliste du Nouveau Réveil. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. J'ajouterais simplement, puisque il a souhaité, M. Ndri Jérôme a souhaité notre commentaire. Effectivement, nous n'avons pas de commentaire à faire sur les propos du procureur de la République. Nous observons simplement qu'il a dit 3 choses. C'est qu'il y a eu des enquêtes, on a trouvé des portes fermées et des fichiers détruits. Au moment où nous vous parlons, nous ne détenons pas la preuve de tout cela.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuves. Je dis que nous ne tenons pas. C'est lui seul qui sait qu'effectivement cela s'est passé. On serait à l'aise de commenter en ce moment-là si tout cela avait été contradictoire, que nous puissions dire dans quelles conditions tout cela s'est passé. Donc nous n'en savons rien. Voilà. Vous avez, mon confrère a parfaitement répondu en ce qui concerne le mandat, qu'il soit de dépôt ou d'arrêt. L'exécution d'un tel mandat dans un pays respectueux des droits, je signale qu'il se trouve en France, ce sera au bout de la vérification, du respect des règles de procédure. Si les règles n'ont pas été respectées, le mandat ne s'exécute pas dans les pays respectueux de ces règles-là. Ça, je peux vous le dire. Je ne suis pas en train de dire que la France va le faire, mais je dis tout État respectueux des règles, voilà comment ça va se passer. Ce n'est pas d'exécution de plein droit. Voilà. Dès qu'on présente, on appréhende la personne. Et voilà. C'était pour compléter donc la réponse à M. Drouy. La dernière question est plus philosophique. Disons, plus politique que juridique. Mais non, on va dire philosophique. Philosophique. M. David Dia a demandé ceci. Depuis 2010, il y a eu plusieurs procès d'hommes politiques en Côte d'Ivoire. Comment nous percevons la justice? Vous savez, si nous avions une perception négative de la justice, nous cesserions d'être avocats. Nous sommes avocats. Si nous étions en Union soviétique de l'époque et qu'on avait choisi d'être avocat, nous nous battrions avec les moyens que nous avons en Union soviétique. Si nous étions en Roumanie à l'époque de Ceausescu, nous l'aurions fait. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous avons notre justice. Nous, en tant qu'avocats, nous le disons. Et cela, je le maintiens. Moi qui vous parle, j'ai 73 ans avec quelques dizaines d'années de métier. Je n'ai jamais désespéré de la justice. Exemple. Quand je gagne et que le client est content au tribunal, je lui dis de se calmer. Parce que la partie qui a perdu fera appel. Et oui. Et qu'on peut perdre. Quand j'ai perdu un appel, que le client est désespéré, je lui dis de ne pas désespérer, on va en pourvoi en cassation. Quand le pourvoi en cassation a échoué, que le client est désespéré, je lui dis de se calmer, puisqu'on peut demander la rétractation. Vous voyez notre travail. Ce n'est pas un travail à l'instantané. C'est un travail. Et pour faire ça, je suis obligé d'avoir confiance en la justice. Je suis obligé de me dire, un jour, quelque part, ce sera fait. Nous, quand nous avons un dossier dans lequel un juge a signé une ordonnance, la loi dit que c'est devant le même juge qu'on doit venir pour lui dire de rétracter son ordonnance. C'est parce que nous avons confiance en la justice qu'on revient vers lui. Et parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et il arrive, souvent d'ailleurs, qu'en entendant les explications et les éléments que le premier n'a pas eu à lui montrer, il rétracte. Voilà pourquoi nous vous avons dit que pour nous, dès l'instant où, en respect de nos textes, les droits, les règles qui protègent les droits sont respectées, sont suivies, aucun citoyen, aucun justiciable ne devrait avoir peur de la justice. Voilà. Donc, notre commentaire reste cela. Si nous portons la robe qui caractérise la tenue, on l'appelle le costume professionnel. On dit toujours robe, mais c'est le costume professionnel qui distingue l'avocat. Si nous sommes dans ce costume-là, c'est parce que nous avons confiance en notre justice. Et si nous nous adressons à vous, également après le procureur de la République, c'est parce que nous ne désespérons pas que si un jour, et le jour viendra, les règles sont respectées, le même juge
le même juge pourra revenir sur sa décision de défaut. Autrement, nous ne pouvons plus travailler. Voilà ce que moi je propose comme commentaire. Voilà, voilà. Moi, ce que je voulais ajouter à ce que Maître Faye a dit, c'est que nous sommes avant tout des acteurs de justice, donc membres en griffe de la grande famille judiciaire de la justice. Alors, en faisant allusion aux différents procès à l'élan politique dont vous avez parlé, il me vient à l'esprit les propos tenus par une personnalité contemporaine ivoirienne que j'apprécie énormément et dont je ne citerai pas le nom. Il disait à l'attention au cours d'une cérémonie solennelle que les décisions de justice ont fait plus de mal à la Côte d'Ivoire que les balles et les bombes. Il a dit ça à l'attention de tous les acteurs de justice pour dire que si nous étions vigilants, c'était un message pour nous demander d'ardeur dans la vigilance. Parce que, vous savez, d'une décision de justice, beaucoup de choses peuvent en résulter, de bonnes comme de négatives. C'est pour ça que je suis d'accord avec Maître Faye quand il dit ne désespère pas de la justice, mais faisons attention aux décisions de justice. C'est ce que je voulais ajouter.